Bonjour et bienvenue sur le podcast Danse mon amour, qui donne la parole à toutes celles et ceux qui aiment la danse. Danseuses, musiciens, élèves et plus encore. Ce podcast est sponsorisé par le livre pour enfants Danse mon amour, disponible sur Amazon. Aujourd'hui, je reçois Raïssa Ley de Paris, danseuse, professeure de danse, coach, conférencière. Nous avons parlé d'appropriation culturelle d'un point de vue général d'abord, puis appliqué à la danse orientale. Nous avons notamment évoqué l'arabe fishing avec des danseuses occidentales qui prennent des pseudonymes orientaux. Raïssa Ley nous parle également de l'American Tribal Style. En quoi est-il dérangeant pour les personnes de culture ? Entre fausses informations sur fond de colonialisme et certification payante, à qui profite l'ATS ? Nous parlons aussi du cas de la chanteuse libanaise Myriam Fares, qui a plagié les chorégraphies de Raïssa Ley. Comment faire valoir ses droits face à une star internationale ? Bonne écoute. Raïssa Ley, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Danse mon amour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Merci tout d'abord pour l'invitation. Donc, mon nom de scène est Raïssa Ley. Je suis originaire de l'Est marocain. Je suis née à Paris et je suis d'origine amazigh, ce qui signifie berbère en berbère. Je suis ce qu'on appelle une slasheuse, donc j'ai cumulé plusieurs activités professionnelles et je suis aussi une transclasse, c'est-à-dire que je suis issue d'un milieu populaire et j'ai évolué grâce à mon évolution de carrière vers un milieu plus aisé, on va dire. Donc mes deux passions dans la vie, les mathématiques et la danse, que j'ai réussi à faire se chevaucher, on va dire, en tout cas en parallèle pendant longtemps. Donc la danse, de par mes origines marocaines, on rentrait chaque été au Maroc, donc j'ai beaucoup appris là-bas. J'étais imprégnée avec la famille, les mariages. Donc les danses de l'Est marocain de ma famille et de ma tribu sont le ahidous et l'argada, évidemment. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une bourse enfant pour entrer au conservatoire à Paris 20e. Donc j'ai eu des cours de modern jazz de mes 8 à 18 ans. Ensuite, j'étais dans le hip-hop game, quoi, à fond. Donc surtout les styles funk, dont j'ai hérité via mes grands frères. J'ai des grands frères qui sont nés dans les années 70. Donc j'ai pratiqué le locking et à travers ça, j'ai découvert le whacking. Voilà, donc j'ai une grande passion pour le whacking. Ça, c'est un peu mon cheminement jusqu'à que j'ai commencé à travailler, puisque j'ai poursuivi des études scientifiques, maths sup, maths spé, école d'ingénieur, et je suis devenue ingénieure dans le monde de la banque d'investissement. J'étais cadre. Et donc, j'ai mené deux carrières parallèles en cachant bien une vie à l'autre pendant 15 ans et mené plein de projets dans le whacking, en l'occurrence, dans le hip-hop. Et en 2012, je me suis rendu compte que les danses traditionnelles d'Afrique du Nord, en particulier du Maroc, Algérie et Tunisie, étaient pas du tout représentées dans l'espace scénique français, dans le spectacle vivant, du moins très peu, que c'était assez cliché et qu'on n'atteignait pas des grands théâtres, des conservatoires, des institutions. Donc, j'ai décidé de mener plusieurs projets. Le premier projet, c'était Chouchouka en 2012 et puis ensuite Kif Kif Bledi en 2017, qui est une compagnie de danse du Maroc, Algérie, Tunisie et Liban. Voilà, un petit peu mon parcours jusqu'à la finalité d'avoir ouvert un centre culturel en plein Paris 11e en octobre dernier. Le Kif Kif Bledi Studio. Exactement. Je reviens un peu sur les danses du Maroc. Tu dis qu'elles n'ont pas une reconnaissance, ou elles sont pas programmées. Est-ce qu'au Maroc, ces danses sont visibles dans des institutions, sur scène? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une prise de conscience du patrimoine immatériel et matériel il y a très longtemps au Maroc, grâce au gouvernement évidemment, mais aussi à des activistes locaux, des chanteurs qui sont devenus et chanteuses qui ont eu une renommée internationale.
qui ont décidé eux-mêmes de retourner, d'organiser des festivals. Par exemple, je pense à Oum, qui est une grande chanteuse marocaine, qui a organisé un festival dans le sud du Maroc, qui a remis à l'ordre du jour des danses féminines comme la Guedra. Donc il y a eu pas mal d'initiatives et ce qui se passe, c'est que historiquement, surtout au Maroc et en Algérie, on a ce qu'on appelle les moussem ou bien les wahda, qui sont des fêtes villageoises annuelles qui ont lieu pour fêter la moisson, voilà l'abondance, etc. Où ça dure au moins 3 jours, ça peut durer une semaine. On mange, on danse, on joue de la musique. Donc c'est une pratique vraiment séculaire, ancestrale, qui qui garde son aspect social. Donc c'est une autre forme. Et pour préserver ces danses-là, le gouvernement a décidé d'organiser beaucoup de festivals. C'est pour ça qu'il y a autant de festivals au Maroc. C'est à la fois pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine immatériel, mais également pour un aspect un peu touristique, économique, un vivier culturel. Donc on a cette chance-là au Maroc, effectivement, et donc que ça se modernise jusqu'à atteindre des grands théâtres, des grands espaces scéniques. Ouais, il y a l'aspect populaire et il y a l'aspect aussi scénique. Exactement. D'accord. Tu peux nous définir le walking? Parce que tout le monde connaît pas, je pense. Yes. Alors le walking, c'est une danse qui a été créée par la communauté LGBT de Los Angeles, donc principalement noire et latina, dans les années 70, à l'ère justement disco, funk. Et l'idée, c'était que il y avait des clubs du coup gays où les personnes s'habillaient vraiment de manière un peu extravagante pour l'époque. La musique extravagante de l'époque, c'était la disco. Hein, on chantait l'amour, on chantait la liberté, etc. Et ça s'appelait pas le walking au départ, ça s'appelait le punking. Parce que les gens s'habillaient tellement bizarrement que les straight people, donc les personnes hétéros, disaient look at that punk. Donc ils les appelaient les punks. Donc c'est pas la définition de punk à chien comme on a en France. C'était des gens qui avaient voilà les crêtes sur les cheveux certes et tout, mais des couleurs qui mettaient vraiment des vêtements très extravagants pour l'époque. Et ils arrivaient, ils posaient comme des stars, ils bougeaient les bras de manière tonique, etc. Donc on appelait ça le punking. À ne pas confondre avec le voguing. Le voguing, il y a une racine commune, c'est que c'est une danse aussi LGBT, mais qui vient de la côte Est. Voilà, ça vient vraiment de New York avec la création de la musique house. Donc c'est pas du tout, ça se danse sur de la house music, sur Vogue beat, alors que le walking c'est plus disco, c'est vraiment funky comme Même style. actuellement, les musiques du walking, c'est plutôt disco funk. C'est resté disco funk et ce qui s'est passé, contrairement au voguing qui est resté très communauté LGBT, très protégé, le walking très rapidement a été approprié par, on va dire, la scène populaire grâce au Soul Train, les émissions télé qui s'appelaient les Soul Train. Donc en fait, si vous connaissez pas, faut absolument regarder sur YouTube Soul Train. Donc c'était une émission télé où tu avais principalement des personnes de la communauté afro-américaine qui dansaient sur la scène de l'émission télé et faisaient en général à la fin deux lignes parallèles et deux personnes dansaient au milieu des deux lignes. Voilà, le Soul Train, ça vient de là. Et on a des danseurs, danseuses de walking dans ces émissions-là. Et il y a des danseurs aussi de l'époque assez connus, par exemple Anna Lollipop Sanchez, Shabadoo, Tyrone Proctor, paix à leur âme pour les deux derniers, qui ont dansé à Broadway, qui ont dansé dans des clips en dansant du walking. Et ça, c'était quelle année cette émission de télé? Le Soul Train, ça a duré dans les années 60, 70. On a aussi une apparition très marquée des originaux Wackers dans un concert de Diana Ross au Caesar Palace en 1969. Donc c'était vraiment l'apogée, on va dire, du walking. Ensuite, ma théorie, c'est que le walking est un peu tombé dans l'oubli en même temps que la musique disco, donc dans les années 90-2000. Et grâce un peu au renouveau électro, les musiques qui s'inspirent justement de ce moment de disco, il y a eu un regain et on a cherché un peu les anciens qui étaient encore en vie
de Soul Train, de Walking. Donc la danse est redevenue un peu à la mode depuis les années 2000. Et c'est vraiment une danse spécifique. On peut vraiment distinguer cette danse des spectacles drag queen, par exemple, où il y a quand même un petit aspect disco. C'est pas les mêmes mouvements, ça n'a rien à voir. C'est une danse spécifique. Exactement, le walking, il faut pas oublier que c'est une danse sociale à la base et elle fait partie de la catégorie des danses clubbing. C'est une danse de club. Donc, c'est pas une danse académique, on n'a pas les noms des steps. Euh, Par contre, il y a des Ok. mouvements effectivement récurrents qui sont des mouvements énergiques de bras, qui partent de poses vraiment glamour, de poses d'actrices des années 50. Donc, c'est vraiment le posing qu'on appelait même le garbo, en hommage à Greta Garbo, à ses débuts. Qui est le socle de cette danse, mais très rapidement, il y a des mouvements qui s'inspirent de soul steps et aussi même de jazz et de mouvements de salsa. Et toi, tu es juge maintenant en walking. J'ai vu l'autre jour que tu étais juge dans une compétition de Oui, walking. alors moi, j'ai découvert le walking il y a déjà 20 ans maintenant, ça fait bizarre de le dire, donc vers 2003. Et c'est vraiment en 2007 que j'ai commencé à parcourir, quand je commençais à avoir un peu de sous, le monde pour en savoir plus. Je suis allée aux États-Unis, au Japon. J'ai fait quasi tous les premiers battles en Europe. Voilà, pendant plusieurs années. Donc j'ai participé au battle. Et puis à partir de 2008, j'ai donné des cours réguliers de walking pendant une dizaine d'années, des stages. Et effectivement, au bout d'un moment, j'étais sollicitée pour être jury dans des battles en Europe, plutôt en France, un peu en Italie. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça permet de voir la nouvelle génération aussi et comment la danse est. D'accord. Donc la danse n'a pas été ton seul métier. Tu as bossé dans la finance. Et maintenant, est-ce que la danse est ton seul métier? Alors, je pourrais jamais avoir qu'un seul métier, donc la danse n'est pas mon seul métier. J'ai effectivement quitté la finance il y a 2 ans, mais avant de partir, j'ai passé une certification en executive coaching, leadership and change, donc dans une école de commerce. Je sais, je suis très académique parce que je me dis la vie est tellement compliquée, on va mettre des diplômes comme ça on pourra rien me dire derrière. Voilà. Donc j'ai fait une grande école de commerce, j'ai mon Ça crédibilise exactement, parce aussi. que le métier de coach est quand même assez critiqué et c'est en partie parce que j'ai eu affaire à des personnes que je ne trouvais pas crédibles que j'ai décidé de faire une formation assez costaud. Et donc, c'est ma reconversion. Je suis coach en entreprise pour des managers, pour des dirigeants, pour des cadres. Ma spécialité, j'ai décidé que ce serait le slashing, donc de permettre d'accompagner les personnes à assumer leurs multiples facettes, leurs multiples compétences ou leurs multi-jobs, puisque je suis convaincue que ça va être le mode de travail de demain. Et à côté, la danse. Et effectivement, ça me laisse plus de temps qu'avant, par exemple en journée, pour danser. C'est vrai que mon deuxième nom de scène, c'est Lazy the Night, parce que je dansais la nuit et le week-end. Maintenant, je peux danser la journée aussi et mieux aménager mon temps. Et également, étant maman d'une petite fille de 3 ans, c'est idéal pour moi de pouvoir jongler et d'être à mon compte. C'est beaucoup plus pratique quand même. Je reviens sur le slashing. Je pense qu'il y a beaucoup de slashers, Dans le slasheuses. dictionnaire, hein, depuis 2020, on peut le dire. Voilà, bon. Donc il y a beaucoup de slashers qui nous écoutent et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont profs de danse ou danseuses le soir et le week-end et qui ont un autre métier la journée. Est-ce que tu aurais quelques conseils ou quelques clés pour bien gérer cette double étiquette? Oui, alors il y a certaines problématiques qui reviennent assez fréquemment chez les personnes. C'est tout d'abord la gestion du temps, parce que avant, il y a longtemps, on disait ah t'as 2 boulots pour joindre les 2 bouts. C'était financier. Voilà, je fais du boulot pour avoir plus d'argent. Désormais, c'est vraiment des métiers passion. Donc les personnes vont avoir 2 métiers parce qu'elles aiment ces 2 métiers, ou bien un métier principal parce qu'il y a eu les études, il y a eu l'évolution de carrière, et puis quelque chose d'à côté. Et donc on va toujours étrangement dénigrer son statut dans le métier passion. On va dire ah mais c'est pas grave si je travaille longtemps, beaucoup, que je bosse jusqu'à 2 heures du mat parce que j'aime ça. Et puis c'est pas grave si on me paye pas ou on me paye en dessous, parce que tu te rends compte, il y a des gens qui font ça à temps plein. Je vais pas leur piquer leur job. Je suis passée par ces phases-là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et effectivement, on a tendance à développer un syndrome de l'imposteur.
Donc ça, c'est vraiment un problème à régler parce que même si ce n'est pas notre job principal, la qualité n'en est pas moindre. On est tout aussi professionnel, on travaille tout aussi à fond, donc il faut surtout pas se dénigrer et puis surtout pas casser les prix. Vous allez pas faire payer moitié prix parce que vous travaillez moitié moins sur ce job-là en semaine par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment les deux conseils que je donne, c'est de ne pas culpabiliser sur le temps passé sur telle ou telle activité. Je veux dire, on n'est pas des machines. Hein, si on a le droit d'avoir plusieurs passions, donc c'est pas un problème si on travaille plus à des horaires décalés. Personne ne peut nous juger. Et puis ne pas tomber dans de l'auto en fait sous-estime de soi, puisque de toute façon c'est fichu. Si soi-même on s'estime pas, on n'aura pas de client qui va nous estimer, je crois. Est-ce que tu peux nous parler du Kif Kif Bledi Studio? Parce que danse d'Afrique du Nord et aussi du Liban, hein, vous avez du Dabke Exactement. aussi. Ça nous intéresse tous. Tu peux nous raconter un Oui, petit peu? c'est une grande aventure. La compagnie Kif Kif Bledi existe depuis 2017, pardon. Donc déjà, j'avais hérité de par ma carrière solo et mon précédent groupe de gens qui suivaient mon travail. Donc très rapidement, le groupe a pris. On a été invité pour des festivals en France, à l'étranger. On a donné des cours. Dès 2018, hein, on a donné des cours réguliers. On avait une petite salle à Paris qu'on louait, etc. Et puis on s'est toujours dit non mais là c'est pas du tout une compagnie de danse quoi, c'est une start-up culturelle ce qu'on est en train de faire parce que avec le confinement moi étant une grande puriste, alors je suis un peu bizarre parce que je suis à la fois une grande puriste et à la fois une grande avant-gardiste. Donc pour le côté transmission cours de danse comme plein de collègues, et je sais que j'en avais discuté aussi avec des collègues de la danse orientale justement, j'étais là non mais jamais je vais donner des cours en ligne, ça va pas. Attends, je vais montrer la rigada si je peux pas taper sur l'épaule de mon élève. Tu vois le truc. Donc, comme tout le monde, voyant que le Covid n'allait pas se finir de sitôt, on a fini par donner des cours en ligne, mais pour nos élèves. On s'est dit, bon, les élèves qui viennent le vendredi soir, les pauvres, hop. Et puis finalement, pas du tout. Elles se sont pas du tout inscrites. Ce sont des étrangères qui se sont inscrites. Et on s'est Ah, retrouvés avec des centaines d'élèves du monde entier, des États-Unis, du Brésil, d'Indonésie, d'Australie, pour nos cours. Donc, boum, rapidement, on a dû les adapter en anglais parce qu'on s'est pas rendu compte que ça n'existait pas en fait avant. Des cours aussi pointus, vu que nous sommes 6 enseignants dans Kif Kif Bledi, donc on est 7 danseurs en tout, dont 6 enseignants d'une quinzaine de styles. Du Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, et on a aussi Kimi qui est spécialisé en Roman Havazé de Turquie et en danse du Golfe, Khaliji, Iraqi. Voilà, au Maroc, on enseigne le Ahwesh, le Shahabi, les danses du Sahara, l'Argada. Algérie, il y a la danse kabyle, le Shawi, la danse de Raï, les danses citadines comme la danse algéroise. En Tunisie, on a Hind qui est Touareg. Donc, elle enseigne le Nar, qui est une danse du Sud plutôt rare, qu'elle a apprise avec sa famille, le Fazani. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de styles qu'on a enseignés en ligne et qui étaient vraiment avec des recherches culturelles. Et donc, suite à ça, on a gagné encore plus, on va dire, d'audience. Et on s'est dit, il nous faut notre lieu maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Et naturellement, on a eu un coup de chance en juin 2022 pour trouver un lieu. Donc c'est un lieu indépendant. On n'a jamais vraiment réussi à avoir de subvention en France, donc on fonctionne vraiment en autofinancement. Et on a ouvert notre propre lieu. Voilà, c'est pas du tout évident puisque justement c'est pas un espace financé par l'État. bien sûr. Mais on est très fiers parce que on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin, notamment de la part de la diaspora nord-africaine parisienne, qui en manque de transmission, qui en manque d'informations sur sa propre culture. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les personnes principales qui nous visitent
au studio, mais on a aussi des personnes qui sont pas du tout d'origine nord-africaine, qui veulent tout simplement mieux connaître les cultures. On a organisé notre premier intensif le week-end dernier, donc il y a des personnes qui sont venues de l'étranger. Voilà, donc notre objectif, c'est vraiment pas de créer quelque chose de communautaire, mais quelque chose euh, qui est à la fois dans la transmission et puis à la fois dans le respect et la valorisation du patrimoine culturel. Donc ça va même au-delà de la danse. Et donc, tu as bien dit que les gens qui venaient plutôt au studio, il y avait des gens qui voulaient un peu retrouver des racines ou découvrir une autre culture. Et les gens qui prenaient à l'époque du Covid online du monde entier, c'était aussi des gens qui cherchaient à retrouver des racines ou c'était plutôt des gens qui pratiquaient d'autres danses et qui avaient une curiosité pour les danses d'Afrique du Nord? Alors l'épisode en ligne, bon, il y a des personnes peut-être qui m'ont vu beaucoup réagir pendant le Covid sur les réseaux sociaux. C'était très déroutant parce que quasi la totalité des personnes qui se sont inscrites, c'était des danseuses professionnelles, principalement danseuses orientales. Euh, donc, ben nous, on est toujours dans de la bienveillance, d'accueillir tout le monde, etc. Et puis, on a eu, au bout de quelques semaines, quelques désagréments, n'est-ce pas, en découvrant, par exemple, qu'une professeure assez connue dans un pays avait tout simplement pris 3 cours avec nous et puis avait redonné le programme en ligne dans son pays en se faisant payer 2 fois plus. Donc, bon, bah moi j'ai mes limites, hein, on va dire. Donc, j'ai passé un petit coup de gueule sur Facebook. Je suis allée dormir et décalage horaire faisant, puisque c'était, on va dire, pour rester dans un continent, c'était dans les Amériques. Ça a fait un gros scandale. C'est-à-dire que les gens ont pris ma défense. Ah, Oui, bien. c'est parce que j'ai pas jugé ça honnête. On avait fait des cours à 10 euros en ligne en fait. Voilà, c'était vraiment cheap. On voulait que ce soit accessible, enfin vraiment dans cet apprentissage. Ouais. Et de se dire qu'il y a des gens qui, à l'heure où on parle beaucoup d'appropriation culturelle, d'invisibilité des minorités, nous, notre travail, voilà, d'arrache-pied, où on va faire des recherches, etc., et se dire, bah, hop, je prends ce que j'ai envie de prendre sur le net et puis je deviens prof de danse traditionnelle comme ça en une séance. C'était juste inadmissible. Donc en fait, ce qui était intéressant sur ces cours en ligne, c'est que ça a fait s'exacerber euh, toute cette politique de consommation autour de la danse à laquelle nous, on n'est pas confrontés. Alors certes, je sais que dans le milieu de la danse orientale, il y a beaucoup de polémiques autour de ça, parce que de facto, la danse orientale, ça a été marketé. On le voit aux États-Unis, même en Égypte, dès le départ, c'était un produit commercial, hein, les films, etc. Il y a toujours eu cet aspect-là, chose qu'on ne retrouve pas du tout dans les danses traditionnelles. Donc il y a des gens qui ont essayé de s'approprier les danses traditionnelles pour les transformer en un produit marketing, et c'est là où j'ai vraiment commencé à parler, à sensibiliser et à mettre des limites, du moins comme je le pouvais. Certaines personnes l'ont bien compris, d'autres non. Moi, j'ai fait mon devoir d'héritière culturelle, même si c'était numérique, pour sensibiliser au maximum et dire attention à ce que vous faites, attention à ce que vous manipulez. C'est pas un produit qu'on achète et qu'on restitue de manière erronée. Ouais. Et la principale intéressée, qu'est-ce qu'elle a répondu? Euh, Bah, écoute, c'était un peu bizarre puisque ce n'est pas la principale intéressée qui m'a répondu. La première qui m'a répondu, c'était une amie à elle qui m'a insultée. Comme malheureusement ça m'arrive assez souvent quand je prends la parole. Alors moi, les gens ont pas trop de chance dans ce cas-là puisque je suis quelqu'un de très courtois, qui peut être incisive, mais qui reste toujours poli. Je n'insulte jamais. Donc quand on m'insulte, eh bien, je remercie pour prouver à quel point la balance n'est pas du bon côté, disons, et que la personne s'affiche en gros à ne pas pouvoir donner plus d'arguments que des insultes. Donc non, elle s'est défendue et puis finalement elle a enlevé son flyer et euh, et puis elle a fait profil bas. Elle a fait profil bas, mais c'est vrai que c'était le début un petit peu entre guillemets de la face cachée de l'iceberg, puisqu'il y en a eu d'autres. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'après ces cours de danse, on a décidé de donner des conférences en ligne. Voilà, pour Oui, oui, pour exactement. compléter.
Ma transition est toute faite. Je voulais parler avec toi de l'appropriation culturelle. C'est un sujet qui interroge beaucoup dans la communauté de la danse orientale. Il y a plein de gens qui ont plein de bonnes intentions. Donc je voulais parler de l'appropriation culturelle avec toi d'une manière générale et après un petit peu plus appliquée à la danse orientale. Alors, est-ce que tu peux nous définir l'appropriation culturelle? Alors, l'appropriation culturelle, ce sont des cultures dites dominantes qui s'approprient des spécificités, donc ça peut être culturel, artistique, de populations dites dominées. Et donc, il y a appropriation quand il y a un bénéfice qui est fait à travers cela. Donc, ça peut être un bénéfice économique, financier, mais pas que. Ça peut être de pouvoir générer de la notoriété, de pouvoir se mettre en avant vis-à-vis de personnes ou de peuples qui n'ont pas les codes ou les outils suffisants pour pouvoir, eux, se valoriser avec leur propre culture. Donc, c'est très important de faire la différence par rapport à l'appréciation culturelle, parce qu'il y a des gens, évidemment, l'argument de masse, c'est non mais moi c'est de l'appropriation, c'est de l'appréciation, pardon, lapsus culturel. J'aime telle culture, etc. Bah la question en fait à se poser, c'est que fais-tu pour cette culture? Qu'est-ce que tu rétribues? Tu utilises en fait des éléments de cette culture. Qu'est-ce qu'ils ont eux en échange? Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent? Est-ce que tu les as valorisés? Tu as fait, je sais pas, une interview? Est-ce que tu es allé dans le pays? Est-ce que tu as consommé dans le pays? Est-ce que tu t'es assuré que les éléments que tu utilisais n'étaient pas protégés? Je peux donner un exemple très concret. Hein. Il y a eu quelque chose qui a été assez médiatisé. C'était un défilé d'Isabelle Marant qui a utilisé des motifs mexicains traditionnels dans toute une collection. Et le gouvernement mexicain a porté plainte contre Isabelle Marant, a gagné le procès. Elle a retiré sa collection, elle a présenté des excuses publiques et elle a envoyé des dons à des associations de femmes au Mexique. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en France, en particulier, j'ai trouvé dans le milieu de la danse, j'ignore pourquoi, c'est vu comme quelque chose, limite un gros mot, appropriation culturelle, c'est comme si on insultait la personne. Il faut pas mal le prendre, il faut juste questionner son rapport de privilégié par rapport à des populations qui n'ont pas accès. Moi-même, j'estime, faisant partie de la diaspora, être privilégiée. J'ai accès à Internet, j'ai un passeport, je peux voyager sans visa. Voilà, puisque je suis binationale, franco-marocaine. J'ai de l'argent, je travaille, je sais lire, je sais parler anglais. Je peux faire énormément de choses que les gens de ma propre culture ne peuvent pas faire. Donc, je fais au mieux pour valoriser déjà ma culture, ça c'est sûr. Et puis, je fais beaucoup de choses dont je parle pas forcément pour aider des personnes sur place. Aider, c'est pas forcément être dans l'assistanat et envoyer de l'argent pour construire un puits d'eau. Hein. C'est aider des personnes à générer des activités génératrices de revenus et être indépendantes, en particulier les femmes. Donc, moi, j'agis beaucoup sur ce terrain-là. Et il y a des personnes qui ne réfléchissent pas du tout ainsi. Donc c'est là que c'est positionné à travers des sociologues. Hein. On n'a rien inventé. La question d'appropriation culturelle et comment mieux répartir les richesses. On le voit, hein, si on parle du Maroc, l'exemple des tapis berbères, les tapis amazirs. Ils sont rarement vendus par des amazirs quand même, faut dire ce qui est. Et puis les grandes chaînes, Maison du Monde, etc., Ikea, on voit que il y a pas mal de choses qui sont utilisées. Alors on me dira oui, mais ça fait travailler des petits artisans, etc. Ils sont fabriqués là-bas, c'est à Alors dire, pas tu crois? tous, hein, il suffit de lire l'étiquette. Hein, il y en a, c'est pas du tout dans le même continent hein, qui sont fabriqués. Donc voilà, c'est tout ça aussi. Parfois. Bon, j'aime bien mener des petites enquêtes, mais c'est juste que moi-même, je me questionne sur le monde et la société. J'ai été dans le magasin de meubles, la maison coloniale. Bon, bah, déjà, Oui, j'ai vu la vidéo. vous pouvez voir Ouais. mes aventures, je les archive. Bon, déjà, j'étais assez choquée que quelque chose s'appelle encore la maison coloniale avec un logo qui est une vraie maison coloniale. Mais j'ai demandé tous ces tableaux de tribus Maasai
Bah non, mais c'est pas fabriqué en Afrique, hein, de toute façon, et puis on sait pas d'où ça vient, et voilà. Bon. Donc, c'est assez problématique. Du coup, si on revient à la danse, Attends, je vais venir après. Je vais venir après. J'ai une autre c'est pas grave. J'ai une autre de tes des petits reportages que tu fais que j'aime bien. T'es allé notamment place Vendôme, c'est ça, hein, chez le bijoutier Repossi, qui avait fait une collection des bagues avec la collection Berbère Amazir. Donc là, ça te touche directement. Et donc, tu y es allé en caméra cachée et t'as posé tes questions. Tu là, peux je nous me suis dit raconter que un les peu? flics allaient m'embarquer, quoi. J'étais vraiment... Non, t'es resté très cordial Non, et non, mais moi, j'avais peur, hein. Je fais pas ce genre de choses dans ma vie, quoi. Alors, comment je me suis retrouvée là-dedans? Sur Instagram, on peut avoir des hashtags sur ces... voilà, on va dire, tu voilà, tu t'abonnes à des t'abonnes à des hashtags. hashtags Ouais. pour suivre les Mm. actualités de ce qui t'intéresse. Bon, moi, je mets hashtag Amazir et j'ai dit, bon, il y a des gens qui utilisent encore le mot berbère, je vais mettre hashtag berbère. Sauf qu'à chaque fois que j'ai des liens sponsorisés qui pop-up sur berbère, c'est que des trucs d'appropriation culturelle. Parce que nous, les Amazirs, on n'utilise plus le mot berbère depuis longtemps, surtout pour du D'accord. branding. Si tu veux vendre un truc authentique, s'il te plaît, n'utilise pas le mot berbère. Ça y est, on a compris maintenant que c'est fini. Ça vient du mot barbare, même si le mot initial, barbaros, vient du grec ancien qui veut dire celui qui parle une autre langue. On ne revendique pas du tout ce mot-là. Donc, Repossi sonne comme ça, sponsorisé avec une grosse bague, complètement, on dirait une alliance en fait, un truc hyper neutre. La bague berbère. Bah, c'est quoi ce truc, la bague berbère? Ouais, je vais regarder, attends. Bon, 5 000 balles. Mais elle est faite en quoi? Ah ouais. Et je vois Repossi, et je laisse le truc. Et ça repopait tout le temps. J'ai pas pu m'en empêcher. Il s'avère que j'avais un rendez-vous pas très loin de Place Vendôme. J'ai mis mon plus beau béret, mon plus beau manteau, et je suis allée au magasin Repossi. Alors je leur ai dit, bon, c'est à Mazir. Bon, bah évidemment, et j'étais un peu dans la provoque. Bon, j'ai essayé des bagues, j'ai posé des questions, j'ai demandé pourquoi ça s'appelait Berbère. Donc là, on m'a dit parce que la créatrice qui est italienne, qui est descendante du créateur lui-même, aime tout ce qui est stacking. Alors moi, qui suis amazir, je sais pas ce que c'est stacking. Et en fait, c'est tout stack, c'est la technique d'empiler, Accumulation. accumulation. Mm. Voilà, Empilé, ouais, mais pardon. c'est exactement ce que tu dis, hein, accumulation, empiler. Bon, bah Mm. d'accord, je savais pas que les Amazirs, nous, on était des empileurs, quoi, je sais pas. Donc, je découvrais quelque chose qui était absolument out of context. Et donc, arrive cette fameuse question, est-ce que vous faites travailler des créateurs Amazirs, du coup, ou bien au Maroc, ou bien en Algérie, je ne sais pas, enfin quelque chose, quoi, un petit truc. Ah non, 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 tout est fait à Rome, tout est fait en Italie, donc finalement rien. Et puis c'est là que je dis à la vendeuse, bon, vous trouvez pas que c'est un petit peu gênant quand même, non? Hein? C'est un peu de l'appropriation culturelle. Bon voilà, ça avait plus trop se mettre. Et puis bon, après elle, c'est pas sa faute, hein, elle était aimable. Bien sûr. Mais il y a Mm. toujours l'après. C'est que quand j'ai posté ma vidéo un petit peu récap, j'ai ce que j'appelle mes agentes 555. Donc, ce sont des anonymes qui me suivent, qui aiment aller beaucoup plus loin que moi, parce qu'après, moi, je passe à autre chose. Elles sont allées sur la page de la créatrice et elles ont posé des questions. Toujours, on est toujours poli. Bonjour, pourquoi votre collection Mm, mm. s'appelle Berbère? Donc, elle dit c'est stacking. Elle répond, hein. Elle dit c'est stacking. Et là, bon, il y a 3, 4 personnes qui arrivent qu'elle a dû considérer comme, voilà, comme des trolls, alors que pas du tout. Ce sont des femmes que je connais bien sur les réseaux qui sont très intelligentes et très matures, qui leur disent mais qu'est-ce qui est nord-africain là-dedans? Il n'y a pas voilà parce qu'elles revendiquaient des motifs de tatouage touareg. Très précis Ah oui. quand on parle de Touareg, quand on parle de Amazir, ça peut être différent. Voilà, les Touaregs sont Amazirs, mais tous les Amazirs ne sont pas Touaregs, donc on peut pas généraliser. Les motifs et tatouages ont une signification, ils dépendent d'une tribu à l'autre. On peut pas dire la tribu des Touaregs, ça veut rien dire. Donc voilà, c'était pas du tout précis et c'était assez déconcertant pour une marque de luxe qui quand même habille les familles princières, etc. De Monaco, voilà. Et là, bah, quand les questions étaient beaucoup plus précises, elle a bloqué tout le monde.
Et donc, Mm. malheureusement, c'est ce qui m'est aussi arrivé assez souvent, ce qui nous arrive avec Kifkibedi, c'est quand on corrige des personnes ou bien qu'on fait des remarques, toujours de manière constructive, eh bien, on nous bloque et on efface nos messages. Donc ils ont rien changé la marque, hein. Repossi, ils ont gardé leur communication, C'est le produit phare, ça coûte toujours d'accord. aussi cher. Voilà, tout va bien. Mais en plus, j'imagine c'est le genre de marque qui a peu de produits, donc ils pourraient se permettre de faire des recherches et des choses approfondies. C'est un beau luxe, Exactement, quoi. ils peuvent se payer toute une équipe. Nous, on est là. Hein. J'ai Voilà. dit en finale en story, je dis je suis là si besoin. Hein. Et puis je connais aussi des personnes dont c'est le métier, voilà, qui sont historiens en bijoux traditionnels d'Afrique du Nord. Ça existe. Il y a des chercheurs. Donc Bien travailler sûr. ces personnes-là. Donc on va revenir à la danse et notamment à la danse orientale. T'étais lancée et puis je t'ai freiné parce que je voulais quand même cette histoire de bague Ouais. Repossi. Donc pour les personnes qui pratiquent la danse orientale, où est la limite pour l'appropriation culturelle ou quel serait le bon comportement qui te semble respectueux? Alors quand tu dis danse orientale, c'est vraiment Raqs Sharqi. Ouais, ouais, si Euh, tu peux, ouais. Bon, moi déjà, j'ai pris des cours, j'ai participé à des spectacles. Voilà, tu connais un peu le Je le milieu, connais quoi. depuis très longtemps. Donc, Mm. je vais pas me positionner en tant que praticienne, mais en tant que personne qui observe d'un œil extérieur les problématiques. Déjà, c'est pas un secret. Malheureusement, la danse orientale est quasi plus pratiquée par des personnes d'origine, hein, particulièrement égyptiennes. Ça, voilà, pour plusieurs raisons, par rapport aux mœurs, à la religion. Et ça montre d'ailleurs que pourquoi ce n'est pas une danse traditionnelle. Parce que si ça avait été une danse traditionnelle, ce serait resté accepté on va dire, dans les mœurs et dans la société égyptienne. Donc la problématique, elle est déjà là. À partir du moment où il y a plus de natifs, il y a plus de personnes d'origine qui enseignent, qui dansent, qui transmettent, il y en a encore, hein, mais très peu. Un petit peu, ouais. Mm. Et ben ça devient de l'appropriation, quoi qu'il arrive. Donc la question est comment faire pour restituer autrement au peuple d'origine. Parce que s'il y a plus de personnes, d'artistes qui émergent, on va dire, de la scène égyptienne, comment pour autant aider le peuple égyptien? Comment aider à faire s'émanciper la femme? Comment contribuer à du développement social, sociétal? Voilà, moi c'est vraiment ça quand je parle d'appropriation culturelle. En fait, il y a des gens qui viennent me voir à me dire, à ton avis, est-ce que je peux mettre encore ce bijou? Est-ce que je peux mettre ce tissu? Voilà, il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur le hassout. Euh, donc plutôt dans la scène fusion, est-ce que je peux encore mettre du hassout égyptien? En fait, pour moi, l'appropriation culturelle, elle va au-delà parce qu'à partir du moment où on s'est tellement approprié que ça a dénaturé totalement le style d'origine, il faut se poser une question beaucoup plus vaste qui va au-delà de la danse, mais qui va sur l'aspect social. Si c'est une danse sociale de base, bon, c'est pas forcément une danse sociale ce que je conçois moi comme Raqs Sharqi. Pour moi, c'est une danse de scène. C'est une danse de cabaret de base qui a été créée pour voilà, pour à la fois faire concurrence à Hollywood Divertir. et Mm. puis quand même dans un contexte colonial pour divertir des colons, etc. C'est pas une danse sociale d'être en costume de pièce chez nous. Donc oui, il y a vraiment cette question-là à se poser où il faut impliquer certainement les femmes de culture égyptienne. Il y a peut-être une piste au niveau des affiches des festivals. Il y a eu plusieurs revendications que souvent à l'affiche de festival, il y a plus d'arabes Oui, en fait. Il y a que des gens d'Amérique, d'Europe. effectivement, c'est un effet collatéral. C'est un effet collatéral, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes et du coup ça joint à une autre problématique qui est le manque de diversité. Donc c'est-à-dire tu peux avoir de l'appropriation culturelle mais sans avoir le manque de diversité. Tu peux très bien voilà avoir des gens qui s'approprient une culture et puis comme tu dis un festival où il y a quand même des gens qui sont d'origine qui partagent l'affiche. Là, ce sont surtout des Américaines noires, des Afro-Américaines qui ont souligné le problème que il y avait des gros festivals où il y avait que pratiquement des danseuses d'Europe de l'Est, par exemple.
D'accord. Et là, du coup, ça exacerbe les deux problématiques. C'est-à-dire, ça va même au-delà de l'appropriation culturelle, c'est le manque de diversité. Voilà, il n'y a pas de danseuses noires qui sont représentées, il n'y a pas de danseuses nord-africaines. Comment ça se fait? Il n'y a que des blanches. Ouais, ça a été quelque chose qui a été largement soulevé par des Afro. Je l'ai vu, ouais. C'est venu d'elle. C'est venu d'elle et ça faisait du bien, je trouve. Bon, moi, franchement, on m'a appelé, hein, un moment. Il y avait, comment ça s'appelait? Un truc avec 50 profs pendant 50 heures. Belly dance superstars, je sais pas. J'ai vu le flyer placé. C'est vrai que tu avais 50 photos et puis c'était pas très coloré, on va dire. Et il n'y a pas que la couleur de peau. Il y avait aussi sur le body positive, donc des personnes super size. Ouais. Il y en avait pas. Donc, ce qui était très fort, c'est que l'organisateur, ça a été remonté très vite. Il a très vite réagi. Il a eu l'intelligence de très très vite réagir. Il a dit, bah écoutez, proposez-moi des enseignants. Donc, moi, je me suis retrouvée programmée. Ma collègue Khadija, qui est une danseuse saoudienne basée aux États-Unis, a été donc qui est afro-descendante, a été programmée. Donc, j'ai trouvé ça, voilà, super bien. Et ça a été réglé très rapidement. Comme quoi, ça peut être réglé très rapidement. Donc, il faut faire attention aussi à pas tomber dans le piège du quota. Je vais mettre quelqu'un pour mettre quelqu'un. Et puis, il y a l'autre problématique qui est, je vais mettre quelqu'un, mais bon, hein, qui fait profil bas. Hein. Parce que moi, on m'a programmé, et puis à un moment, il y a certaines personnes qui ont estimé que je donnais trop mon avis sur ce qui est amazigh ou sur l'appropriation culturelle, on m'a déprogrammé. Oui, bien sûr. Alors, bah, c'est pas plus mal parce que ça me permet de faire le tri puisque je mets beaucoup d'éthique sur mes pratiques, mais je trouvais ça quand même affligeant. C'est-à-dire, c'était limite, on veut la bonne arabe, hein. Faut pas qu'elle parle trop. Si elle parle trop, bah c'est bon, tu restes dans ton coin. Bon, je ne suis pas arabe, je suis amazigh, mais c'était pour l'expression. Voilà, c'est assez affligeant. C'est comme si parfois on peut nous donner de la visibilité, mais avec certaines conditions. Donc tu vois, il y a tout ça qui s'est mélangé dans les réflexions, je trouvais, pendant le Covid. C'était assez douloureux pour un peu tout le monde. Mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le moment qu'il y ait ces discussions de manière apaisée. Et donc pour là, on va dire la prof de danse orientale, la danseuse orientale, on va dire qui réside en France ou en Europe, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ce serait par exemple acheter ses costumes en Égypte plutôt qu'en Ukraine. C'est basé sur des choses un peu comme ça, j'imagine. Où va l'argent? Moi, je trouve que ça rejoint en fait les pratiques sociétales actuelles sur l'éthique. Effectivement, ça concerne tous les domaines sur la manière de manger, la manière d'agir, la manière de protéger la planète, la manière de consommer. Ouais. Et donc, effectivement, si on veut sortir d'un prisme qui a été l'idée à un moment donné par des Américains, des danseuses américaines, on a vu toute la phase Belly Dance Superstars, etc. Enfin, ça, c'était vraiment impressionnant d'un côté. Moi, je suis toujours dans un entre-deux parce que je me dis waouh, mais elles arrivent à faire des trucs, les Américaines, des scènes incroyables. On dirait le Cirque du Soleil, quoi. Les danseuses bodybuildées, waouh, quoi. Donc d'un côté, c'est impressionnant, et puis de l'autre, on se dit ok, mais où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que c'est de la performance? Est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la culture? Et là, une fois que tu as choisi dans quel coin tu veux être, ton éthique, elle est toute faite. Moi, personnellement, je suis sur transmission, culture, patrimoine, matrimoine en particulier. Donc, je fais attention à ce que je fais, au mieux, hein, on n'est pas parfait. Et si quelqu'un veut se diriger vers une pratique à la fois éthique et du divertissement, moi j'aime faire showtime aussi. I'm a worker, I'm a clubber. J'aime ça aussi. Eh bien effectivement, tu peux, comme tu dis, choisir avec qui tu travailles. Ne pas dire oui à tous les plans, ne pas voilà, faire attention. Il y a aussi le problème du patriarcat. La scène de la danse orientale a été beaucoup dominée par des hommes. J'ai beaucoup discuté avec des collègues qui me parlent d'hommes qui vont les recruter pour danser dans des restaurants, qui leur imposent des règles pas respectables, etc. Ça, c'est plus tolérable auprès de femmes artistes de nos jours. Donc, ne pas se laisser faire. Et puis, travailler
au plus avec des artistes d'origine. Évidemment, si c'est pas des danseurs, des danseuses, ça peut être des musiciens, ça peut être voyager Mm. sur place, et puis ne pas s'arrêter à ce truc un peu touristique, aller visiter, aller voir les familles, vraiment être en immersion. Tu as parlé sur Facebook d'un phénomène, l'arabe fishing, avec des danseuses américaines ou européennes qui prennent des noms de scènes arabes pour être, je te cite, plus bankable dans leurs performances, du coup les rendant orientalistes. Et je te cite encore. Justement, je lisais une conversation entre deux d'entre elles. On sent le décalage flagrant par rapport aux personnes d'origine. Alors, par curiosité, je voulais te demander, c'était quoi le sujet de cette conversation et c'était quoi ce fameux décalage avec les personnes d'origine? Oh là là, des fois je parle trop. En Moi, je lis tout, hein, Génial. donc. Non, mais je rigole, mais en fait, je dis que je parle trop, mais chaque post est mûrement réfléchi, hein. Il y a des gens qui ne pensent pas, mais chaque post est mûrement réfléchi. Euh, c'est tout bête. C'est-à-dire qu'on a des formulations, par exemple, si t'es malade, la fille disait que je suis un petit peu malade ou un truc comme ça. Et nous, il y a des formulations en fait. On dit Inch'Allah tu iras mieux, ou bien Laïchafik, ça veut dire que Dieu te donne voilà un bon rétablissement. Enfin, même si tu sais pas les dire en arabe, tu vas les formuler d'une certaine manière. Et là, il y avait pas tout ça. C'était très européen. Et quand je vois leur tête sur scène, leur nom de scène et tout, j'ai dit mais il manque ce qu'on appelle l'adab. L'adab, c'est en fait la convenance, c'est la politesse. Ça regroupe beaucoup de choses. Ça existe même avant avant l'islam. Et du coup, ouais, ce sont des bonnes pratiques, des bonnes manières, des bonnes manières voilà, de préserver tes proches. Et donc, on le ressent en fait quand tu parles cette petite touche. Et plus tu vas être dans la souche nord-africaine, plus tu vas rajouter des mots. Donc, D'accord. ça manquait d'enrobage, je trouvais. C'était assez lisse. Euh, et l'anecdote d'avant, c'est qu'une fois, bon, je peux pas donner son nom de scène, mais elle avait et un prénom et un nom arabe. Et moi, Arabe. j'ai un côté très naïf parfois. La fille, très sympa, m'écrit sur Facebook, merci, j'adore ce que tu fais, etc. Et c'était pendant le Ramadan l'année dernière. Et moi, j'allais lui parler en arabe, lui dire ah salam, Ramadan Mubarak, ça va, la baisse et tout. Et j'ai eu un flash quand même. Je regarde sa photo, je dis il y a quand même peut-être qu'elle est métissée, je ne sais pas. Et je lui dis mais tu fais le Ramadan, non non non. Je lui dis mais t'es de quel pays? Elle me dit je suis des États-Unis. Je lui dis mais t'es d'originaire d'où? Et elle me dit non mais moi je suis pure des States. Et je lui dis mais excuse-moi, pourquoi t'as pris et un first name et un last name arabique? Elle me dit c'est mon nom de scène. J'ai dit oui, non, mais nous en France, c'est notre nom de tous les jours et on galère. On nous donne du travail, on Ouais. nous parle mal. Comment vous, ça fait l'effet contraire? Et là, moi, ça me choque un peu parce qu'elle me dit oui, mais tu sais, j'ai eu plusieurs fois cette explication. C'est un restaurateur Ouais, ouais, qui j'entends donnait tout le mon temps, nom ouais. Mm. pour me protéger. Je lui dis, excuse-moi, mais tu peux t'appeler One Again the Night, ça va te protéger aussi. Pourquoi tu donnerais, en plus, c'est des prénoms saints, en général, qui sont voilà, du livre saint, qui sont utilisés, tout ce qui est Fatima, Aïcha, Jamila, Samira, etc. Ça intrigue vraiment. C'est des prénoms, par exemple, nous, qu'on nous a pas donnés, parce qu'ils étaient vraiment très typés, euh, qu'on nous a peu donnés, on va dire, mais qui sont très répandus. Et donc, se cacher derrière le fait qu'un homme qui serait d'origine marocaine ou égyptienne t'a donné un nom de scène comme si tu avais été nommé pour être l'élu sous prétexte que ça va te protéger par rapport à des clients malveillants ou bien être justement plus bankable pour attirer un certain exotisme, je trouve ça absolument inacceptable. Je trouve vraiment, ouais, c'est de l'arabe phishing. Bah, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, hein, ce sont des journalistes qui ont inventé ça suite à la découverte d'influenceuses sur les réseaux sociaux.
Oui. là, Mm. qui se sont donné des consonances maghrébines en nom. Et ouais, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que en fait, ils vont vendre l'image d'une femme maghrébine qui n'existe pas. Et ça, dans des restaurants, par exemple, marocains, personne ne danse du raqs sharqi dans les familles au Maroc. Tu vas en trouver dans des restaurants dans des grandes villes, mais moi, par exemple, ici d'Oujda, personne ne pratique ça dans des espaces ouverts à du public. C'est pas possible. Ah, mais espace privé, si, un peu, j'imagine, dans les Oui, fêtes on ou peut les pas choses danser en comme costume ça. de pièce. C'est pas Ouais. quelque chose qui est culturellement pratiqué chez nous. Va avoir des Mm. mouvements de hanches, mais ça va même pas être la même pratique. Et puis notre manière de danser va différer d'une ville et d'un village à l'autre. Moi, à Oujda, on danse avec les épaules. C'est très très mal vu de danser avec les hanches. Alors qu'à Casablanca, tu peux. Au Souss, c'est comme Oujda, c'est très conservateur. Donc, on peut pas généraliser déjà dans tout un pays. Donc oui, j'ai trouvé l'explication qui était donnée qui était redondante. Je l'ai eu plusieurs fois de différentes personnes et aussi en France. Ouais, alors je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai, cette histoire de restaurateur ou de musicien. Ils mentent, en fait. Je pense que c'est pour ça ils baptisent les filles avec des noms arabes parce qu'ils disent regarde elle, si elle est algérienne ou si elle est libanaise. Enfin, ils mentent souvent, ça arrive tout le temps en fait, aux clients parce qu'ils sont fiers et qu'ils veulent plutôt une fille d'origine quoi. Oui, bah, on m'a raconté que voilà, on va embaucher plutôt une brune Mm. pour faire plus typée, même si elle n'est pas d'origine, bah, c'est pas grave, on va t'inventer un nom. Il y a une vidéo d'une mannequin marocaine à qui on a fait le contraire. On l'a fait appeler Sylvie parce que son prénom était trop à consonance maghrébine et du coup, on lui a inventé des origines plutôt espagnoles pour qu'elle puisse défiler dans des grands défilés. Tu vois le décalage, c'est-à-dire que voilà, un petit peu pour appâter le client dans un restaurant, être vendeur pour pouvoir vendre son business, il va baptiser des filles. Et puis certaines, moi je dis toujours que les victimes ce sont les danseuses, puisque elles vont se sentir valorisées, elles vont se sentir plus authentiques, alors Ouais, qu'on elles se sentent les plus légitimes, ouais. Mm. les utilise comme un objet. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Il faut arrêter ce système-là, c'est pas possible. Et ça dessert absolument les filles d'origine qui, ben, soit ne pratiquent pas ça, puisqu'elles estiment que c'est pas dans leur culture, soit celles qui essayent d'en vivre se trouvent noyées finalement sous des fake names. Donc elles qui se portent la charge mentale, familiale de la mauvaise réputation, puisque c'est Mm. quand même, en étant nord-africaine et danseuse orientale, si tu danses en costume, dénudé, etc., tu vas systématiquement être rejetée par au moins une partie de ta famille. Ça Bien va être sûr. la honte, ça va être mauvaise réputation. C'est pas un secret, tout le monde le sait, hein, et même dans les familles non maghrébines, hein, mais voilà, c'est très très mal vu. Euh, tu te portes la charge mentale alors que l'autre, elle va emprunter un prénom, elle va rentrer chez elle, elle va faire sa vie. Et voilà, c'est pas du tout juste. Je comprends. Et donc, tu as posé en story cette question. À votre avis, pourquoi prennent-elles un nom arabe? Et qu'est-ce que tu as eu comme réponse? Alors, ben, évidemment, il y en a peu qui ont mis la faute sur les organisateurs, les restaurateurs, etc. Chose que moi je fais plutôt. Donc, elles ont dit c'est pour s'inventer une vie de Sherazade, c'est pour reproduire le schéma colonialiste, c'est pour rester dans quelque chose d'orientaliste. C'est parce qu'elles n'ont pas d'identité ou de culture propre, du coup, elles essayent de l'apprendre dans un autre pays. Voilà, c'est les réponses que les gens ont données, Que hein, les pas gens donnent. Mm. Bien sûr. euh, donc ouais, ce sont des personnes, ce sont des femmes nord-africaines qui ont répondu ça. Oui. Oui, parce que ça les blesse, du coup. Elles ont... Parce qu'elles ont des problématiques. Je veux dire, je connais personne d'origine nord-africaine qui n'a jamais eu une problématique sociétale liée à son origine. Bien sûr. Je ne connais Ouais. personne. Chacun a au moins une fois une anecdote dans sa vie. Même quand tu les as, moi j'ai eu une carrière donc je suis très satisfaite, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré, hein. Les remarques racistes, misogynes, classistes.
J'ai tout eu, quasi tous les jours. Voilà, la totale, quoi. Je venais d'une cité, donc je l'ai jamais dit, mais je sais pas comment ils ont su. Donc il y a un mec qui m'a dit yo tous les matins pendant 1 an. Je veux dire, c'est bon, j'ai fait bac+5, j'ai mon diplôme, j'ai mon petit tailleur, mon petit sac à main, tout va bien. Entendre yo tous les matins pendant 1 an, c'est absolument inacceptable. Voilà, oui, j'ai énormément d'anecdotes. J'écrirai un bouquin un jour. Très bien. On reste un peu sur la danse et un peu ce qu'on disait, cette appropriation culturelle. Tu parles également dans tes écrits de la danse tribale, le ATS, American Tribal Style. Je te cite. Tout débute dans les années 50-60 lorsque Jamila Salampour se passionne pour les danses d'Afrique du Nord. Elle apprend principalement avec des danseuses immigrées qui se produisent en boîte de nuit et via des ouvrages et vidéos coloniales. Puis naît le groupe Fat Chance Belly Dance et enfin le ATS qui emprunte à d'autres cultures. L'ATS devient une marque internationale avec une certification payante pour pouvoir entrer dans la tribu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi c'est dérangeant pour les gens d'origine? Alors, ça, c'est une grande histoire. Effectivement, bon, moi, je côtoie ce style aussi depuis une quinzaine d'années, puisque j'ai commencé à faire de la danse fusion, walking et danse d'Afrique du Nord il y a assez longtemps, vers 2007-2008. J'ai d'ailleurs été sélectionnée au premier festival Bellu Fusion, enfin pas le premier, la première édition, mais la deuxième ou troisième. Et donc, j'ai été très rapidement intriguée par ces danses-là. Je me suis dit, mais pourquoi elles mettent des tatouages amazigh sur leur visage avec des hauts, des cholis indiens, avec des jupes roms. Enfin voilà, j'arrivais pas à comprendre en fait. Et j'avais posé une fois une petite question, etc. Je me suis un peu fait rembarrer, l'air de dire c'est bon, t'es pas dans la tribu, tu comprends pas. Je dis ah bon, ok, désolé. Bon, moi je viens quand même d'une tribu assez ancrée dans ma région, au Maroc. Et puis, encore une fois, ce qui s'est passé, c'était pendant le confinement. Donc, il y a eu des Américaines, encore une fois, qui ont tapé du poing sur la table en disant c'est inadmissible, on peut plus utiliser le mot tribal pour parler de cette danse, parce que tribal et tribu, ça fait référence aux natifs américains qui revendiquent leurs droits. Donc il y a eu toute cette période assez récente de revendication des peuples originaires, donc que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, au Canada, voilà. Donc les peuples natifs américains du continent globalement revendiquent leurs droits, revendiquent voilà tous les génocides qu'il y a eu, etc. Donc, c'est insultant d'utiliser le mot tribu ou tribal pour un truc aussi fantaisiste, on va dire, qu'une danse qui a été créée par des blanches, disons, à San Francisco dans les années 60. Et là, moi, je vis ma petite vie tranquille et des gens viennent me voir en me disant, mais toi, t'es d'une tribu? Ben ouais, je suis d'une tribu. Ça fait longtemps que je viens d'une tribu. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça te fait d'entendre le mot tribu de cette danse-là? J'ai dit, bah, c'est complètement inapproprié, quoi. Mais sauf que personne m'a demandé mon avis avant. Et donc là, ça a commencé à déchaîner un peu les passions. C'est-à-dire, waouh, on a trouvé des gens qui sont de vraies tribus. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que vous avez une idée de ce que vous pratiquez comme danse si vous savez même pas d'où viennent les tribus, etc. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Donc j'avais déjà pris des cours. Moi, j'aime bien prendre des cours de tout, comme ça, je me fais mon propre avis. Hein. J'avais pris des cours d'ex-ATS, de Liquid Fusion, des trucs comme ça. À chaque fois qu'il y avait Belly Fusion, je prenais des stages en plus. Déjà, j'ai vu aussi que par rapport à l'appropriation du hip-hop, c'était pas clair. Par exemple, le step pop and lock, c'est pas du tout ça. Il y a le popping et il y a le locking. Le step pop and lock, il est complètement dénaturé de ce que sont les styles initialement. Donc, tout a été washé, on va dire, vers des trucs qui ne correspondent pas du tout aux racines. Et c'est là, en faisant mes recherches, que je me suis rendu compte qu'effectivement, les racines étaient coloniales. Pour une simple raison, c'est que dans les années 60, Jamila Salampour, donc c'est pas son vrai nom, hein, son vrai prénom, je veux dire, c'est un prénom de scène.
Elle est d'origine sicilienne et grecque. Et sa famille a émigré aux États-Unis. Et là, elle s'est prise de passion, effectivement, pour les danses du monde, entre guillemets. Sauf que dans les années 60, quand tu regardes National Geographic, les livres dans les musées et dans les bibliothèques, il n'y a que des productions coloniales concernant l'Afrique du Nord, pour la simple et bonne raison que tous les centres cinématographiques maghrébins appartenaient à la France jusqu'aux années 60. Il y a eu de la propagande coloniale par des photos, des documentaires, des vidéos, des cartes postales, par dizaines de milliers, voire des millions pour les cartes postales de production, jusqu'à même les indépendances. Alors, le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats, ils ont été indépendants en 1956, et l'Algérie, donc la plus longue colonisation jusqu'en 62. Ça veut dire que tout ce qui a été produit dans cette période-là a été contrôlé par les Français. Donc, quand on me montre des cartes postales dites vintage, avec des femmes, avec des beaux bijoux, ou bien qu'on me dit, regarde les femmes algériennes comme elles étaient libres, elles dansaient les naïliettes avec des cigarettes, elles buvaient de l'alcool, ou qu'on me dit, regarde, elles dansaient devant tout le monde, et que toi, tu as une deuxième lecture immédiate, où tu vois que derrière, les gens ne tapent pas des mains, les gens ne sourient pas, les femmes ne dansent pas, qu'il y a 2 personnes uniquement qui dansent, que tout le monde est hyper frontal, que derrière, tu as un palmier, un olivier, une montagne et un espèce de mausolée, tu sais pas d'où il sort, parfaitement cadré, toi tu le vois tout de suite que c'est mis en scène. Et tu te retrouves à dire des choses que tu pensais évidentes à des personnes qui ont payé des milliers de dollars pour apprendre du bullshit. Je suis désolée de le dire. Ah ouais, je vois. Et ça depuis les années 60. Alors moi, les gens m'ont dit waouh, t'es direct, etc. Mais moi, j'étais direct parce que je pensais qu'elle savait. C'est ça le drame. Je pensais qu'elle savait que c'était des photos coloniales. Je pensais qu'elle savait que quand elle faisait un trait sur le visage, ça veut dire le chemin vers Dieu. Que quand elles font une croix, ça veut dire le foyer. Que quand elles se font un point, c'est un point contre le mauvais œil. Qu'elle savait les significations. Je pensais qu'elle savait d'où venaient les bijoux. Je pensais que les créatrices des styles à San Francisco, elles avaient mis leurs pieds au moins une fois dans leur vie, en Afrique ou en Inde ou en Asie. Rien de tout ça. Et là, on se fait du fric. On se fait du fric non seulement sur le dos d'étudiantes qui doivent payer pour avoir des diplômes, des certifications et les renouveler et avoir l'autorisation d'être master, machin, pour enseigner sur un papier. Voilà, sous le grand, sous l'égide d'une maîtresse ultime qui t'autorise de faire partie de la tribu. Bon, bah quand toi, tu es originaire d'une tribu, déjà, chez nous, les tribus, c'est synonyme de guerre. D'accord? Nous, notre tribu a été décimée par les tribus voisines, Amazigh, hein, juste pour des sources d'eau. Donc je peux dire, moi, ma tribu, c'était pas les femmes qui se baladaient avec les bijoux et qui font allez, on va danser tout ensemble. Ça, c'est une partie de l'aspect culturel et social pour pouvoir résister aux guerres, aux famines, à la précarité. Voilà, c'est vraiment ça une tribu en fait. C'est un système social, sociétal, juridique, administratif où il y a un caïd. Un qaïd, c'est un chef de tribu. Pour moi, c'est ça une tribu. C'est pas se donner la main et faire croire qu'on est des Amazones. Donc malheureusement, je suis un peu plus vindicative maintenant parce que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pris 2 ans pour donner beaucoup de conférences. J'ai parlé à toutes les, on va dire, dirigeantes, entre guillemets, créatrices de style. Hein, Tu les donnes en anglais, en plus, tes conférences. Donc, en plus, je me donne la peine de tout faire en anglais. Je fais beaucoup d'efforts. J'ai parlé avec ces personnes-là. J'ai reçu beaucoup de condescendance de certaines. J'ai reçu des coups de poignard aussi de certaines, c'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont pris beaucoup d'informations personnelles et encore naïvement, j'ai voulu partager pour m'assurer que ma culture était restituée de manière authentique et des gens ont transformé des conversations Facebook privées en cours. Encore des dollars. Alors là, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui comprennent pas quand je réactive au galop, etc. Mais
la C'est un meilleure passif. La meilleure réponse que j'ai eue, elle était même pas calculée. C'était ma frustration, je l'ai passée dans des vidéos parodiques, en fait. J'ai dit, regardez à quel point c'est ridicule. Je veux dire, le Berber knee walk. Depuis quand les berbères marchent sur les genoux? Et à chaque fois que je pose une question aussi naïve que pourquoi ce step s'appelle le Berber knee walk, personne n'a été capable de me répondre. Pas même les créatrices du style. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait pour résoudre l'affaire? Ils ont enlevé le nom. Moi, j'ai trouvé d'où ça venait. Ça vient de l'aïkido. Alors, venez pas dire que c'est Amazir. Donc, voilà, je plaisante un peu, mais c'est-à-dire que vraiment, sans déconner, en 1 heure de recherche, j'ai pu trouver au moins 100 réponses à des questions que des personnes ne se sont jamais posées et où ils ont aussi écrit des bouquins. Je suis devenue absolument bouleversée quand j'ai vu que The Tribal Bible, et j'en ai rien à faire, je laisse les noms. Moi, je suis quelqu'un qui ne cache pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent regarde Leigh, comment elle est dangereuse, qui ont fait des réunions contre moi, etc. Faites-les. Moi, tout ce que j'ai à dire, je l'ai posté. J'ai donné gratuitement des éléments fondamentaux pour que les choses changent et que on arrête de se ridiculiser ainsi en utilisant des socles coloniaux, en fait, d'un autre temps, de avant années 60. Donc, quand je vois un Tribal Bible où la personne a quand même écrit un bouquin que j'ai acheté 100 $, qui est censé être une des références, qui poste, qui met plein de cartes postales coloniales et qui me dit ah je savais pas que c'était des cartes postales coloniales parce qu'elle les a empruntées à une amie et où dedans je retrouve une fillette donc ou dans d'autres cartes postales coloniales tu cherches en une demi-heure tu vois que ce sont des cartes postales pédophiles. Tu te dis quand même quel est le degré de recherche. Tu es qui pour écrire un bouquin sans t'enseigner et en publiant des photos pédophiles? En fait, moi je le vois tout de suite. Je veux dire, une enfant qui est dénudée à moitié, c'est bon, tu postes pas en fait. Tu te poses un minimum des questions. Donc malheureusement, il y a toute cette histoire sombre qui a été romantisée, et c'est ça qu'on appelle l'orientalisme. Il faut arrêter, j'en parlais avec une étudiante des beaux-arts, d'écouter aussi ce qu'on nous dit dans les universités. L'orientalisme n'est pas un courant littéraire comme un autre, n'est pas un courant artistique comme un autre. C'est un courant colonial, c'est un courant de propagande coloniale pour pouvoir vendre et légitimer la colonisation. Voilà, donc si je dois résumer, c'est une danse orientaliste et coloniale. Donc il y en a qui l'acceptent pas parce que ça casse, je le comprends, hein, ça casse tout leur comment dire idéal de sororité, de vivre ensemble. Oui, parce qu'elles ont créé tout un truc autour Donc de c'est fraternel et quand il y a des femmes qui pratiquent ça depuis 15 ans et que moi j'arrive sortie de nulle part et que je leur dis non mais c'est colonial et puis c'est dégradant. Je veux dire commencer des cours de danse par une puja qui est une pratique religieuse hindoue sans prévenir les élèves. Il y en a qui ont découvert en fait, ils savaient pas que c'est quoi une puja? en fait c'est un signe de salutation euh, spirituelle en Asie. Euh, et donc, il y en a qui l'utilisent comme step de danse. Donc, au niveau éthique, il y a des danseuses qui ont découvert récemment qu'elles utilisaient dans leur chorégraphie, etc., des éléments religieux. Et c'est la même chose pour tout ce qui est esthétique amazir. Ce sont des symboliques, pour la plupart, pré-islamiques, religieuses. Donc, même si avant l'islam, avant le judaïsme, il y avait des pratiques païennes, il y avait quand même voilà, des rites et des rituels très ancrés chez les Amazirs, comme le tatouage, etc. C'est pas quelque chose qu'on utilise. Moi, je le fais quand je monte sur scène pour une raison très simple, c'est que je rends hommage à mes grands-mères et ma mère aussi, qui en a un. Voilà, il s'avère que maintenant c'est proscrit par l'islam, les tatouages. Tout ce qui est scarification du corps, dégradation du corps, c'est proscrit par l'islam. Voilà, toutes ces informations-là, ces femmes ne les avaient pas pour la majorité. Donc,
Et donc, Elles si ont tu as eu en réaction une condescendance, on va dire, des créatrices, est-ce que les élèves qui sont pleines de bonnes intentions, elles ont été un peu plus dans la bienveillance avec ce que tu leur disais? alors les créatrices, pas toutes, heureusement, certaines. Voilà, il y en a qui ont proposé des collaborations, etc., donc des choses assez constructives. Mais c'est vrai que côté Fat Chance Belly Dance, ça a été la scission. Du coup, après ces discussions-là, hein, il y a beaucoup de femmes qui ont arrêté de danser cette danse. Il y a eu des choses un peu bizarres, comme voilà, comme je disais, sur on va aller prendre des infos chez Intel et puis après on va pas la citer, etc. Et les élèves, du coup, bah, étrangement, ce sont pas les européennes qui ont été, on va dire, les plus à l'écoute. Ce sont pas les françaises, ce sont pas les espagnoles et ce sont pas les italiennes qui ont été le plus à l'écoute. Alors que ce sont les personnes qui devraient le plus comprendre l'histoire Bien sûr. et l'histoire nord-africaine. Et c'est là où j'ai été très étonnée, mais finalement, je me suis fait une raison en me disant, est-ce que c'est pas le reflet de la société? Donc j'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec des danseuses des États-Unis, d'Asie et de UK, beaucoup de Grande-Bretagne, d'Allemagne aussi. C'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment en corrélation avec les discussions sociétales qu'il y a justement sur tous ces sujets d'appropriation culturelle, de diversité, etc., qui sont beaucoup plus développés dans les pays anglo-saxons Oui, et c'est vrai. scandinaves et allemands que les pays proches, frontaliers de la France. Et j'ai trouvé Bah, ça c'est l'histoire. Ouais. parce que j'aurais été plus proche d'une population de danseuses françaises, espagnoles, italiennes, mais j'ai trouvé ça intéressant à observer. Ceci dit, ça n'a pas trop pris le tribal en France, de ce que de ce que je connais. Bah, il y a des communautés quand même, mais voilà. Après, je trouve qu'il y a une certaine hégémonie. En fait, moi, c'est ce que j'ai reproché dès le début. J'ai dit, mais pourquoi en France vous avez besoin de grands gourous américains? Vous avez beaucoup plus d'informations qu'elles, en fait. Un truc très simple. Le mot Rawazi. Mm. J'entends des Françaises qui disent ouais les Gawazi, les Gawazi. Je dis mais pourquoi vous dites Gawazi? C'est Rawazi en fait. J'ai dit le rat, vous savez le dire le rat. Oui oui, mais non mais c'est pas comme ça. Faut dire Gawazi. Je dis mais attends, va demander à un prof d'arabe, d'accord? Comment ça se prononce? C'est comme le Maghreb. Le Maghreb, c'est Maghreb, Rawazi, voilà, il y a le Ra, vous savez le prononcer dans les pays latins. Et en fait, elles ont été tellement à l'écoute, voilà, tête baissée des Américaines, que les Américains, ils savent pas dire re. Donc ils disent Mm. Gawazi, le Zaharit, le Yuyu, le Zaharit, ils disent Zagawit. Ah bon? Ok. Donc, moi, il y a des gens qui commencent à me dire Zagawit, je dis, mais tu parles quelle langue? Là, là, ça m'a donné des idées de parodie. Je dis, mais c'est vraiment le summum. Vous êtes en France, vous avez la diaspora, vous avez les gens, vous avez une forte communauté indienne, pakistanaise, du Bangladesh, d'Asie, de Rome, d'Afrique du Nord, Amazia. Ah, il y a tout. Il y a tout. Vous pouvez payer quelqu'un pour vous traduire des paroles, pour faire des recherches culturelles. Enfin, vraiment. Et nous, les danseuses, on est juste voilà, un petit pion ici. Mais non, il faut aller payer les Américaines. Il y a ce phénomène quand même qui a beaucoup bouffé, je pense, euh, tout ce qui est connaissance culturelle, du moins, dans la sphère de la danse. Bon, le message est passé. Allez à la source. Exactement, c'est beaucoup plus simple. Elle est à côté de chez vous, en plus. Euh, je vais changer de sujet complètement. Je voudrais parler du cas Myriam Fares, la chanteuse libanaise. Il y a beaucoup à dire sur elle, hein, notamment sur le blackface qu'elle a pratiqué dans son clip Goumi en 2018. Mais je voulais surtout revenir avec toi sur le plagiat de tes danses qu'ont fait cette chanteuse et son équipe. En effet, elle a plagié une de vos chorégraphies. Est-ce que tu peux nous raconter cette incroyable histoire et le procès que vous lui avez intenté? Oui, alors procès, on n'a pas pu aller bien loin, faute de finances, mais effectivement, je vais résumer un peu l'affaire. Donc, c'était l'année dernière, en 2022. Son clip Mahlish est sorti en janvier. Et c'était censé être un clip hommage à la culture amazigh.
Donc là, je l'ai vu rapidement, mais sans plus, parce qu'on était en résidence avec Kif Kif Bledi, mais il y a des gens qui m'envoient des messages, qui me disent, mais Leïla, t'as travaillé avec Myriam Fares. Je dis, mais de quoi tu me parles? Mais regarde, c'est toi qui as chorégraphié, c'est complètement ton style, etc. Et là, je commence à regarder, je me dis, oh, c'est bizarre. Et avec Kif Kif Bledi, l'équipe des bisounours, on dit, oh, bah, c'est bizarre, on dirait un peu nos chorégraphies. Et puis, boum, on retourne répéter. On s'inquiète pas plus que ça, on se dit bon, non, on doit se tromper quoi, tu vois? Toujours syndrome de l'imposteur, on en parlait tout à l'heure et là, elle sort un challenge sur Instagram qui est le Amazir Look Challenge. Donc elle veut expliquer, lancer un challenge de comment s'habiller en femme amazir avec des bijoux et là, elle nous sort absolument n'importe quoi. Donc pour rappel, je l'ai pas rappelé, Myriam Fares est une grande chanteuse et danseuse libanaise qui est très très connue, qui voilà, moi aussi je l'aimais beaucoup avant parce qu'elle est vraiment, elle danse super bien, etc. Et qui aime bien toujours mettre un peu des nouveautés, faire des featuring, etc. Et dans son Amazir Look Challenge, elle met tout sauf des bijoux Amazir. Elle te met un porte-clés avec des petites balles de foot. Elle te met un foulard, rien à voir. Elle te met, tu sais, les trucs que t'achètes chez Claire's Accessories pour ta nièce. Voilà, des trucs, mais t'es là. Pardon, le patrimoine de bijoux Amazir, déjà, je fais une parenthèse parce que je suis aussi spécialisée là-dedans, qui a disparu. Nous, on n'a plus nos bijoux de grand-mère, hein, tout ce qu'on voit dans les cartes postales, fameuses cartes postales coloniales. Nous, on n'a jamais hérité de ça. Hein, nos grands-mères les ont vendus par pauvreté, colonisation, encore une fois, ou autre. Et là, boum, 3,5 millions de vues en 24 heures. Alors là, moi, ça m'a touché trop profondément. J'ai dit non, mais là, c'est pas possible. Et donc, je suis allée revoir la chorégraphie et je suis allée retrouver nos chorégraphies à nous. Finalement, elle n'a pas copié une chorégraphie, mais 4. Donc, elle a copié 4 styles de danse, du shabi, du ahwesh, de l'argada et du fezzani tunisien. Quand Et tu dis copier, c'est des copier pas seulement des steps, c'est des enchaînements et des... exactement. Et c'est là où c'est là qu'on peut qualifier de plagiat en fait. C'est-à-dire que et j'étais assez choquée. Les 4, 5, 6, 7, 8, elle les a vraiment copiés au millimètre près. C'est-à-dire la main droite en haut, la main gauche en bas, nanana. Et comment je peux savoir? C'est que moi, mon travail avec Kif Kif Bledi, je dis que c'est une compagnie de danse alternative. Je peux pas faire 100% du traditionnel, du pur, parce que je suis pas dans un contexte social, je suis pas dans mon village, dans mes montagnes, je suis sur scène, et je rapporte une petite touche de modernité en chorégraphiant, et j'ai toujours un peu ma touche de wackeuse, c'est-à-dire que je vais un peu exagérer certains mouvements avec les bras, notamment le fezzani. On utilise des roulements de bras qui sont pas très grands. Moi, je les fais wacker, c'est-à-dire qu'on fait Ok. des grands arcs de cercle, mais personne en Tunisie ne fait des bras aussi grands. Donc moi, je faisais grand bras stop, pour rendre ça en fait plus esthétique lors d'un spectacle, et en l'occurrence aussi pour un concours de danse. Et c'est là que j'ai grillé que Myriam Fares avait vraiment copié, parce qu'elle a fait du Fezzani walking. Euh, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit montage, je mets ces petits passages, le montage dure 20 secondes, je mets ces petits passages, je mets les nôtres, j'ai même pas eu besoin de changer la vitesse, le sens ou quoi, c'était parfaitement identique sur tous les moments copiés. De plus, elle veut mettre la culture amazigh en valeur. Elle a mis un chapeau russe, je sais pas pourquoi. Elle a travaillé qu'avec des danseurs allemands qui sont pas nord-africains. Le clip a été tourné à Berlin. Alors j'entends que c'était peut-être pendant le confinement, mais bon, nous on est à Paris, on peut prendre un train pour aller à Berlin, hein, si besoin de nous, on est là. Voilà, donc en fait il y a rien de vraiment qui a été travaillé avec des personnes amazigh. Le parolier il est koweïtien, donc voilà, il y a eu zéro collaboration. Et donc, encore une fois, moi, je fais mes petits nerfs là, je fais mes petites tambouilles, je fais ma petite vidéo, je la poste et je passe à autre chose. Donc, on passe à notre résidence et la vidéo a créé un buzz total. Tout le monde était outré parce que quand tu vois la vidéo, il y a pas photo. Il y a vraiment pas photo. Donc là, nous, Bisounours Team, les gens commencent à s'enflammer et puis on se dit, oui, c'est vrai, c'est quand même inadmissible. Donc on commence à faire un communiqué, on nous dit, allez, on va vous faire une cagnotte, vous prenez un avocat dans la foulée. D'ailleurs, c'était, merci, elle se reconnaîtra, c'est une danseuse orientale qui m'a donné le contact d'un avocat en propriété intellectuelle qui était top.
Donc, en gros, et puis je partage ça parce que en tant que danseur, la problématique de plagiat est très compliquée. Il y a eu très peu de personnes qui ont porté plainte. On a fait une lettre de mise en demeure qu'on a envoyée. Il y a eu aussi les réseaux sociaux. On a envoyé un email, on a envoyé des messages. Nos abonnés, nos soutiens ont envoyé beaucoup de messages. Ça a fait un buzz, donc j'ai été interviewée par des journaux au Maroc et à Dubaï. Ah oui. Mhm. Voilà, il y a eu vraiment une grosse prise médiatique puisque c'est la star. Et t'as une nana qui sort de nulle part, qui dit elle m'a plagié. Donc ça Ouais, a bien sûr. vraiment pris rapidement. Et encore, au Maroc, ils voulaient que je sois sur place. Donc il y a plein de plateaux télé que j'ai pas fait parce qu'ils pensaient que j'étais basée au Maroc. Et du coup, on n'a pas de réponse. Elle ne répond pas. On n'a pas, on n'a pas de retour de son équipe de com. Parce qu'elle a un chorégraphe, non? C'est pas elle qui fait les chorés, j'imagine. Justement, dans le clip, si vous voulez le voir, à la fin, elle se met en chorégraphe principale. Ah, d'accord. Et elle met son Pierre Khadra, donc son chorégraphe, en second. Donc là, vraiment, nous, on n'a pas de réponse. Et la seule réponse qu'il y a eu, c'est qu'elle a fait une vidéo pour se justifier de ses inspirations. Donc elle explique en arabe que elle a fait de longues recherches, bon, pendant le confinement, hein, sur les danses, donc la rgza, elle donne des petits noms techniques et elle ne cite aucune référence. Quand tu fais des recherches, en général, sur des danses, sur des chants, etc., tu cites tes références. Donc là, elle ne cite aucune référence, donc on se doute bien que c'est des recherches YouTube. Et voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'avait pas déposé les chorégraphies, mais c'est pas un problème, sachez-le. C'est que si vous arrivez à prouver l'antériorité de vos productions chorégraphiques, ça suffit. Sinon, si vous êtes dans des nouvelles créations chorégraphiques, il y a un moyen qui coûte pas très cher, c'est de mettre toutes les informations, par exemple sur une clé USB, dans une enveloppe cachetée et de vous l'envoyer à vous-même. Ça sert de preuve. Voilà. La personne n'ayant pas répondu, notre avocat nous a dit bon bah second step c'est poursuivre en justice, mais la question se pose. Vous portez plainte depuis la France, depuis le Liban, depuis le Maroc. Qui sont les experts qui vont étudier l'affaire? Donc il faut des huissiers pour observer le plagiat et constater le plagiat. Et ensuite, il m'a dit clairement vous allez être, l'affaire va être étudiée par un juge. Vous avez 90% de chance. Il me l'a dit texto, hein, que ce soit un juge blanc de 50 ans qui comprenne rien à la danse et encore moins à un conflit entre une Marocaine et une Libanaise. Je lui dis d'accord, mais allez, et si on met l'argent, ça coûterait combien? Eh bien, le coût de tous les huissiers, etc., ça peut monter jusqu'à 20 000, 30 000 euros. Hmm. Donc malheureusement, on n'a pas poursuivi. Et cette affaire est restée en suspens. Alors j'ai encore de temps en temps des journalistes qui me demandent, etc. Mais je peux vous dire que moi, j'étais complètement dévastée quand j'ai vu qu'en plus ça s'arrêtait pas au clip. C'est-à-dire qu'elle a fait une tournée. Pardon. Elle a fait une tournée dans le monde arabe, en Turquie, aux Émirats, etc. Avec mes chorégraphies, avec les chorégraphies de Kif Kibledi pendant plusieurs semaines. Donc il y a une exploitation. Il y a un dénigrement du travail artistique qui a été fait de notre part. Je veux dire, on nous a même pas cité, on nous a même pas demandé l'autorisation, on nous a Ouais. Mhm. rémunéré. Moi, j'aurais pu lui faire un show pump it up à Mazir, j'aurais pu lui mettre des bijoux à Mazir. Si c'était pas moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On peut prendre l'exemple de la chanteuse yéménite Balkis qui est allée au Maroc. Elle a tourné un clip dans une montagne, dans un village. Elle a fait travailler tout un village. Elle, c'est le bon exemple. Voilà, là, c'est purement de l'appropriation. Donc, ça fait bizarre parce qu'on se dit, ah, il y a une moyenne orientale Oui, c'est ça. Hmm. la culture amazigh, mais malheureusement, c'est très, très répandu que les gens s'approprient la culture amazigh parce que c'est devenu trend, c'est devenu, c'est devenu la mode. Donc, les Arabes s'approprient la culture amazigh alors qu'on nous a toujours, toujours, toujours dénigré et traité de sous-arabes. Donc, ça en dit long et ça a éveillé beaucoup de choses. Voilà, donc on n'a pas eu gain de cause malheureusement, mais je crois fort au karma. L'histoire ne sera pas finie. On lâche pas. Et même pour le blackface, elle a jamais répondu finalement. Donc, Me sidère. Alors il y a deux choses qui me sidèrent. La première, c'est que le clip est toujours en ligne.
Oui, j'ai vu, ouais. avec plus de 30 millions de vues. Et la deuxième chose qui m'a vraiment, vraiment choquée, c'est que c'était la best trend sur TikTok, cette musique. Elle l'a remise au goût du jour en faisant une chorégraphie. Et du coup, ça a été une des chorégraphies trend la plus suivie sur TikTok en 2022. Sauf que les Booming, ouais. gens se doutent pas que c'est un clip blackface derrière. Ça, c'est inadmissible. Et si elle, vous n'avez pas pu l'atteindre, j'imagine le chorégraphe, il est peut-être plus facile à contacter, non? Ça non On plus, l'a ça n'a pas été contacté possible. aussi, hein, il a pas répondu. Il n'a pas répondu, alors que lui-même se plaignait d'avoir été victime d'un plagiat quelques mois auparavant. Voilà. Mais il y a rien d'Amazir dans ce clip de recherche Amazir. La tenue n'est pas Amazir. C'est vraiment voilà. Et le problème qu'on a rencontré, qui est difficile pour nous d'entre deux rives, c'est qu'au Maroc, en Afrique du Nord, la notion d'appropriation culturelle et la notion de plagiat sont très mal comprises. En fait, on D'accord. doit se sentir honoré d'avoir été copié. Ouais. On m'a dit ça. On m'a dit, mais c'est génial, t'as une star qui te copie. Non, mais moi, je m'en fiche. Je suis artiste, j'ai envie de vivre de mon art et j'ai envie d'être reconnue en tant qu'artiste chorégraphe. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça, d'être chorégraphe amazir. Alors, si en plus on me reconnaît pas, voilà. Alors, heureusement, au Maroc, voilà, mon travail est reconnu aussi également. Mais c'est assez douloureux de se dire qu'il faut aussi travailler ça avec la société. Et heureusement, je suis engagée dans des groupes qui sont des groupes de parole autour de la culture, qui ensuite remontent au ministère marocain, les informations, etc. Donc j'en ai beaucoup parlé. J'ai parlé des problèmes de droits d'auteur, des problèmes de plagiat et des problèmes d'appropriation culturelle. Et j'ai cité l'exemple du Mexique, puisque dans ces cas-là, il faut aussi une instance qui Répondre. représente et de pouvoir avoir du budget pour pouvoir se défendre. Ce qui est marrant dans le cas de Myriam Fares, c'est que l'autre jour, je regardais une interview d'elle et elle disait qu'on lui lançait souvent des fleurs et qu'on lui disait à elle, tu arrives à faire avec ta musique ce que l'on n'arrive pas à faire en politique, sous-entendu l'unification des pays arabes, quoi. Tu vois, voilà. Ben, c'est vrai que moi, quand je la suivais avant l'histoire du blackface, j'aimais beaucoup parce qu'elle avait carrément sa propre émission qui passait où elle mettait des tenues différentes, elle essayait de danser les différentes danses du monde, etc. Donc elle passait déjà par la danse et par le chant aussi pour effectivement représenter. Donc elle a déjà c'est déjà produite au Maroc, elle a été très bien accueillie. Et je sais pas pourquoi elle n'est pas allée jusqu'au bout. Je sais pas si c'est son équipe de com ou de management qui veulent faire des économies ou quoi, ou qui voilà, veulent garder cette image de femme self-made qui a besoin de personne. Mais je pense qu'on peut pas être expert partout, euh, et en particulier quand on utilise une culture aussi pointilleuse que la culture amazigh. Les cultures amazigh, d'ailleurs, on peut pas arrêter à un seul terme au singulier. Très bien. Ça y est, notre entretien est terminé. Il y a une petite question traditionnelle. La dernière question. Le podcast s'appelle Danse mon amour. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la danse? Ah, bah moi, je dis toujours la même chose à la danse. Je lui dis Youpi! Longue vie. Merci beaucoup, Raïs Saleh. Merci à toi.